Et je donne maintenant la parole à son Excellence M. Ri Su-yong, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire de Corée. 우상 선생, 나는 먼저 조선민주주의인민. Monsieur le Président, au nom de la délégation de la RPDC, je tiens à féliciter son Excellence Sam Kamba Kutesa de son élection à la présidence de la session de l'Assemblée générale. La RPDC souscrit pleinement au thème principal de notre session réalisée et met en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Le développement est l'une des principales missions des Nations unies. Avec la paix, il s'agit là d'un des deux piliers du développement durable pour l'humanité. Au cours des 15 premières années du nouveau millénaire, le monde a vu que le taux de pauvreté avait chuté de moitié. Preuve du succès des cibles des OMD, l'élimination de la pauvreté étant l'une des principales cibles adoptées lors du sommet du millénaire des Nations unies. Cette époque a été difficile pour la RPDC qui cependant a surmonté de graves difficultés. En dépit d'un blocus économique sans précédent, persistant, de la menace militaire, de l'obstruction politique, nous avons préservé de façon résolue notre dignité nationale, nous avons dissuadé de la guerre et nous avons relancé notre économie stagnante sous la houlette du grand général Kim Jong-il. Aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de devenir une nation puissante sous la houlette du très respecté maréchal Kim Jong-un. À l'heure actuelle, en RPDC, le secteur de la reconstruction est en pleine expansion. Des usines modernes, des entreprises dignes de cette ère d'économie de la connaissance sont construites et à une vitesse vertigineuse dans de nombreuses régions du pays. Nous voyons un grand bond également de notre industrie halieutique, de notre élevage et l'épanouissement d'une nouvelle civilisation en ce XXIe siècle dans le domaine environnemental, culturel, du bien-être pour les générations futures et les masses de travailleurs. Le sommet sur le changement climatique qui s'est tenu il y a quelques jours a été un rassemblement fructueux qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises à l'échelle des Nations unies pour garantir la survie de l'humanité, le développement durable en protégeant les écosystèmes mondiaux et en s'attaquant au changement climatique. Monsieur le Président, les Nations unies et les relations internationales devraient être davantage démocratisées. Le principe d'égalité souveraine ancré dans la Charte des Nations unies et le principe même du respect de la souveraineté de non-ingérence dans les affaires internes d'autres nations. Cependant, la supériorité, le caractère arbitraire qui se cache sous différents prétextes, démocratie, crise humanitaire, lutte antiterroriste, protection des droits de l'homme, non-prolifération, sont en fait commis sous forme de sanctions, blocus, menaces militaires, interventions armées. Voilà la triste réalité dont nous sommes actuellement témoins. Du fait de la position cohérente visant à s'opposer à toute ingérence et sanctions sous toutes ces manifestations contre des États souverains, notre délégation estime que le blocus unilatéral économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba devrait être immédiatement levé. Monsieur le Président, eu égard au renforcement du rôle clé des Nations unies, nous estimons que les fonctions et le rôle dévolus à la paix et à la sécurité accusent un certain retard par rapport à d'autres. Comme stipulé dans la charte, les États membres des Nations unies ont confié au Conseil de sécurité la fonction du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La réalité actuelle nous montre qu'en lieu et place d'un Conseil de sécurité toujours paralysé par la guerre froide, un État membre permanent cherche à agir comme la police militaire du monde grâce à des
par l'entremise de blocs militaires ou d'alliances militaires bilatérales qui n'ont rien à voir avec les Nations Unies. Les stéréotypes et préjugés anachroniques du Conseil de sécurité s'expriment très clairement sur la péninsule coréenne. Le monde se souvient que la péninsule coréenne avait été au bord de la guerre l'année dernière. Tout avait commencé lors des exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud visant à occuper la capitale de la RPDC, Pyongyang. En janvier de cette année, le gouvernement de la RPDC a fait une proposition pour que cesse tout acte hostile militaire sur la péninsule coréenne. Mais ces exercices militaires conjoints, c'est une provocation faite à la RPDC, ont été menés au mois de mars et d'avril et au mois d'août également. Le gouvernement de la RPDC a officiellement saisi le Conseil de la sécurité de la suspension de ces exercices belligérants qui menaçaient très sérieusement la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de l'ensemble de la région. Cependant, le Conseil de sécurité nous a tourné le dos. Étant donné que les exercices militaires conjoints étaient menés par l'un de ses membres permanents, le Conseil de sécurité n'a eu d'autre choix que de fermer les yeux, se boucher les oreilles, fermer sa bouche, malgré l'ampleur, l'agressivité et la dangerosité de ces exercices. Même à l'époque de la guerre froide, il existait des mesures entre l'Est et l'Ouest afin de restreindre le nombre d'exercices militaires auxquels participaient des troupes de plus de 40 000 hommes. Nous devons de nous poser la question de savoir pourquoi ces exercices avec la participation de plus de 500 000 hommes sont nécessaires chaque année uniquement sur la péninsule coréenne, près de 25 ans après la fin de la guerre froide. Le gouvernement de la RPDC a fait de la reconstruction économique et de l'amélioration du niveau de vie de sa population sa tâche principale. Par conséquent, un environnement pacifique est une nécessité pour nous afin de permettre à notre économie nationale de connaître un développement durable. Un environnement pacifique et la réduction des tensions sont d'autant plus précieux que jamais pour nous. La situation tendue sur la péninsule coréenne ne nous aide en rien, tout au contraire. Elle représente un grave obstacle à nos efforts en faveur du développement économique et d'une amélioration du niveau de vie de notre population. Ces manœuvres militaires visant à des bombardements nucléaires de longue portée, des opérations commando, des opérations d'atterrissage visant à occuper la capitale d'un autre pays, ne peuvent jamais être perçus comme défensifs. L'affirmation selon laquelle ces exercices sont des exercices annuels n'est qu'une tentative dissimulée de mener à bien une attaque surprise après avoir créé une immunité chronique. Monsieur le Président, il ne faut plus retarder la réforme du Conseil de sécurité. La structure et les méthodes de travail de l'actuel Conseil de sécurité sont surannées. Ce qui a été confirmé par la volonté générale des États membres, apparaissant également dans une résolution A/S/47/62 adoptée lors de la 47e session de l'Assemblée générale en 1992. Le Conseil de sécurité ne devrait plus être la vitrine de la manifestation extrême de ces deux poids, deux mesures. La pratique injuste doit cesser, pratique en vertu de laquelle les exercices militaires d'un État membre permanent sont acceptés sans tenir compte de leurs graves menaces pour la paix et la sécurité, alors que les exercices menés par un État membre des Nations Unies en réaction à ces exercices est remis en cause, même s'ils sont inévitables et relèvent de l'autodéfense. De même, le Conseil de sécurité ignore le massacre civil du peuple palestinien par Israël avec la protection d'un État membre permanent, mais choisit systématiquement de s'attaquer au gouvernement syrien pour défendre la souveraineté et la stabilité du pays. Une pratique injuste que nous ne pouvons tolérer. Aucun acte ne devrait empiéter sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie sous prétexte de lutte antiterroriste. Le Conseil de sécurité ne doit plus être une enceinte servant à déclamer des mensonges. Il y a 11 ans, nous avons entendu de nos propres oreilles les accusations formulées
lors d'une réunion du Conseil de sécurité selon laquelle, d'après un État membre permanent, il y avait des armes de destruction massive en Irak. Ce n'est qu'après l'invasion militaire et le bain de sang qui s'en est suivi que le monde a pris conscience que c'était le pire mensonge du siècle. Mais comme ce mensonge a été le fait d'un État membre permanent, le Conseil de sécurité est à nouveau resté silencieux. Par voie de conséquence, le bain de sang se poursuit encore aujourd'hui après 11 ans. Le Conseil de sécurité ne doit pas être manipulé pour agir de façon supérieure et arbitraire. La Charte des Nations Unies stipule que le Conseil de sécurité doit respecter les principes de justice et le droit international. Le Conseil de sécurité n'est pas habilité à adopter une résolution interdisant le lancement pacifique d'un satellite par un État membre des Nations Unies en contravention du droit international tel que le traité sur l'espace extra-atmosphérique. La réforme du Conseil de sécurité est une révolution qui concrétisera la démocratisation des Nations Unies et les relations internationales. Les Nations Unies ne sont pas une monarchie, le Conseil de sécurité n'est pas le Sénat. La réforme du Conseil de sécurité n'est pas possible à moins que ses membres n'acceptent de renoncer à leurs prérogatives dans l'intérêt de la démocratie en faisant montre de bonne foi. L'État membre permanent qui parle tant d'exportation de la démocratie devrait se demander si son serment n'est pas hypocrite à la lumière des exigences de notre époque et de l'avis de la majorité des États membres. Si le Conseil de sécurité ne se réforme pas, les États membres chercheront des Nations Unies qui n'est pas de conseil anachronique et non démocratique. Monsieur le Président, la RPDC reste d'avis que tous les problèmes touchant aux relations internationales devraient être réglés, non pas par un comportement supérieur et arbitraire, mais dans le plein respect des principes d'égalité souveraine consacrés dans la Charte des Nations Unies. La question nucléaire de la péninsule coréenne est une question de souveraineté, du droit à la vie d'un État membre des Nations Unies, avant d'être une question de paix et de sécurité. La politique hostile, la menace nucléaire, la stratégie défendue par les États-Unis depuis plus de 50 ans a inévitablement abouti à la décision de la RPDC. La dissuasion nucléaire de la RPDC n'a pas pour but de menacer ou d'attaquer d'autres. Il ne s'agit pas non plus d'une monnaie d'échange. La question nucléaire sera réglée si et lorsque notre la menace pour notre souveraineté et notre droit à la vie disparaîtra, lorsque les États-Unis renonceront à leur politique hostile vis-à-vis de la RPDC. La politisation, la sélectivité, les deux poids deux mesures devraient cesser lorsqu'il est question des droits de l'homme. Utiliser la question des droits de l'homme à des fins politiques représente en soi la pire violation des droits de l'homme. La RPDC s'oppose catégoriquement à toute tentative et mesure visant à utiliser la question des droits de l'homme pour susciter un changement de régime dans certains pays. Les États-Unis ne reconnaissent pas la souveraineté nationale qui cristallise les droits de l'homme de notre population. Il est hypocrite de la part des États-Unis de remettre en cause notre vision des droits de l'homme. Quelle arrogance de parler d'un dialogue de droits de l'homme en empêchant jusqu'au bout la RPDC, en tant que partie directe, de participer à la réunion sur la situation des droits de l'homme, une réunion organisée par les États-Unis. La RPDC est toujours prête à dialoguer, à coopérer pour défendre les droits de l'homme, indépendamment de motivations politiques et d'hypocrisie sous toutes ces manifestations. Le gouvernement de la RPDC est prêt à promouvoir un dialogue et la coopération sur un pied d'égalité avec d'autres pays qui n'y sont pas hostiles et de traiter les droits de l'homme. Nous sommes prêts à fournir une coopération technique, des
contacter et à communiquer avec les Nations Unies et autres organisations internationales dans le domaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, la réunification de la patrie est le désir suprême de toute la nation coréenne. La RPDC reste d'avis que la réunification nationale devrait se faire non pas par une confrontation des systèmes, mais par une formule de confédération où les deux systèmes coexistent dans un pays, car c'est la seule façon d'éviter la guerre, de préserver la paix. Le gouvernement de la RPDC s'efforce, dans les paroles et dans les actes, d'améliorer, d'orienter les relations intercoréennes vers la réunification grâce à la confédération. Étant donné que la Corée du Sud a délégué toutes ses prérogatives militaires aux États-Unis, elle ignore combien d'armes de destruction massive de différents types, pouvant détruire la nation coréenne plus d'une centaine de fois, sont déployées ou cachées sur son territoire. Et donc, elle devrait cesser de rêver à des propositions illusoires et irréalistes de réunification inspirées des formules d'autres pays. Monsieur le Président, je puis vous assurer que la RPDC participera de façon constructive au programme de développement après 2015 lors de la présente session et par là même apportera une contribution dynamique à l'adoption du programme de développement l'année prochaine à l'occasion du 70e anniversaire des Nations Unies. Les idéaux d'indépendance, de paix et d'amitié sont les idéaux de la politique étrangère de RPDC. La RPDC, comme par le passé, assumera sa responsabilité et son rôle de membre indépendant des Nations Unies en respectant ces idéaux dans toutes les activités des Nations Unies. Je vous remercie. Doy las gracias al ministro. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la République